Voilà, bonjour, Michel Weber. Moi, je vais simplement vous planter le décor, puisque l'Abrapa, tout le monde connaît, enfin, je pense. L'Abrapa, pour ce qui est des EHPAD, c'est sur le Bas-Rhin, 1073 lits, 775 salariés, 11 médecins du travail à ST67 qui surveillent donc le personnel de 13 établissements. Donc l'étude qu'on va vous montrer a été possible uniquement parce qu'on a eu à un moment une ressource supplémentaire en la personne de Marie-Pierre Caneva qui a pu coordonner un petit peu tout ça, puisque mettre un projet de cette ampleur en place seul dans un établissement, c'est très, très difficile. Donc, on reprécise pour ce qui est des EHPAD, les 13 EHPAD sont en général dirigés par un directeur. Quelquefois, on a un directeur adjoint, et dans ce cas-là, on a une équipe directeur et directeur adjoint qui vont s'occuper de 2 établissements. Et dans chaque établissement, on retrouve... alors, le médecin référent, on va plutôt dire que c'est... oui, c'est le médecin référent de l'EHPAD, à temps plein ou le plus souvent à temps partiel, c'est des médecins coordonnateurs, des infirmières cadres. Les équipes en dessous, ce sont les équipes d'infirmières diplômées d'État, donc les IDE, les aides-soignantes, les aides médico-psychologiques. Et sur le plan logistique, on a en général un responsable logistique, qui s'appelle plutôt une gouvernante, et des agents de services logistiques qui sont les ASL. Vous avez des personnes qui sont cadres. Vous verrez ensuite dans le questionnaire les personnes qui ont été interrogées au titre de cadre. Ce sont les directeurs. Les médecins référents n'ont pas été interrogés, mais les infirmières cadres et les responsables logistiques. Et les agents de nuit sont soit dans certains établissements des infirmiers, soit dans la plupart des établissements plutôt des aides-soignants des AMP ou des agents de services logistiques. La composition des équipes de nuit est variable en fonction du niveau de dépendance des résidents. Selon l'effectif de l'établissement, on va trouver 2 à 3 personnes dans l'équipe de nuit, ce qui veut dire en général 2 équipes de 2 à 3 personnes. On va trouver, selon le niveau de dépendance, un infirmier, une équipe constituée d'un infirmier et d'un agent de soins, ou d'un infirmier et d'un aide-soignant, ou d'un infirmier et d'un AMP. On va trouver des établissements dans lesquels les équipes de nuit sont constituées de 2 aides-soignants. On va trouver d'autres établissements dans lesquels les équipes de nuit sont constituées d'un aide-soignant et d'un ASL. Et en général, quand il y a une unité de vie protégée, mais ce n'est pas forcément tout à fait la règle, on va trouver un aide-soignant et 2 ASL. Mais la plupart des établissements, dans la plupart des établissements, on a 2 personnes la nuit pour surveiller à peu près, alors 60 à, Madame Marsat va confirmer, 80, 127, mais ça c'est chez vous. Voilà, donc moi je vous ai planté le décor. Marie-Pierre Caneva va vous présenter le travail qu'elle a fait et je pense que ça va répondre à la question de Madame, parce que c'est vraiment très similaire à ce qui se passe dans les établissements d'accueil d'enfants handicapés. Hein. Voilà. Voilà, merci Michel. Donc moi je vais vous présenter l'étude. Attendez, juste... voilà. Donc, quelle a été notre problématique? Les conditions de travail sont réputées difficiles en EHPAD et les moyens humains insuffisants. Le travail de nuit est obligatoire, il est indispensable pour la continuité des soins aux résidents. Il est responsable d'effets sanitaires néfastes sur la santé. Nous reviendrons pas sur, enfin, nous ne développerons pas ces effets aujourd'hui, mais il s'agit essentiellement, donc pour ce qui nous concerne, de la dette chronique de sommeil et des troubles de la vigilance. Ce travail de nuit est aussi un facteur de pénibilité. Et les entretiens motivationnels, enfin les entretiens médico-professionnels, conduits en service de santé au travail avaient permis de mettre en évidence des disparités entre les différents EHPAD, à savoir certains EHPAD autorisaient la sieste, d'autres pas, et la sieste était autorisée dans certains EHPAD, était pratiquée dans certains EHPAD alors que ça n'était pas autorisé. Donc, s'appuyant sur les recommandations de l'HAS, l'équipe de santé au travail a décidé de proposer l'instauration, la mise en place d'une micro-sieste de 20 minutes durant les postes de nuit pour ces EHPAD.
Donc les objectifs de l'étude ont été d'une part de déterminer les freins à la pratique de la micro-sieste durant les postes de nuit, tant du point de vue des agents que du point de vue des cadres. Et le deuxième objectif était de réaliser une étude de faisabilité dans ces 13 EHPAD étant des établissements de soins. Donc nous avons eu l'appui très important de la directrice des ressources humaines, de la direction. Et donc nous avons commencé par sensibiliser les directeurs aux effets néfastes du travail de nuit et à la pratique de la sieste, avec l'aide de l'intervention d'une chronologiste de la CARSAT, Madame Laurence Weibel, qui est ici. Et nous avons commencé donc en juillet 2015. Le projet d'instauration de la sieste a été validé en réunion de direction et au CHSCT. Et l'instauration d'une micro-sieste de 20 minutes en plus de la pause de 20 minutes déjà existante a été actée au 1er novembre 2016. Une charte a été élaborée et il a été décidé de réaliser une évaluation à 3 mois. Une évaluation également à 1 an, mais nous parlerons donc de cette évaluation dans la suite. Voilà, donc ont été inclus dans cette étude les agents de nuit en poste fixe ou alternant jour-nuit et les cadres. Des séances de sensibilisation ont été déclinées dans les différents EHPAD, donc à destination des agents et des cadres avant l'instauration de la micro-sieste. Cette sensibilisation avait pour thème les effets sanitaires néfastes du travail de nuit, la pratique d'une micro-sieste avant ou pendant le poste de nuit et également portait sur les moyens de prévention à ces effets néfastes, c'est-à-dire la prévention en termes de nutrition, d'hygiène de sommeil, d'activité physique et d'adaptation des conditions de travail. L'analyse des pratiques a été réalisée avant le début de l'étude à l'aide d'entretiens téléphoniques avec les directeurs qui portaient sur l'organisation du travail, la pratique de la sieste, les pauses, les durées et éventuellement les collations quand elles existaient. Ne disposant pas de questionnaires validés, des questionnaires ont été créés. Un questionnaire au début de l'étude intitulé M0 et un questionnaire à 3 mois dit M3. En ce qui concerne les cadres, le thème des questions était porté sur l'âge, le poste, l'ancienneté, l'évaluation des freins, la charge de travail, l'évaluation des difficultés rencontrées et l'opinion sur la sieste et sa pérennisation. En ce qui concerne les agents, le thème des questions est également l'âge, le poste, la pratique de la sieste, la fréquence, durée, les freins concernant la charge de travail, l'influence de la hiérarchie et l'opinion sur la sieste et sa pérennisation. En M0, les questionnaires ont été remis et recueillis avant la séance de sensibilisation. En M3, par contre, ils ont été envoyés par la poste, donc 3 mois après l'instauration de la sieste. Donc il s'agit d'une étude prospective avec traitement des données informatiques par le logiciel Excel avec analyse des fréquences. Donc intéressons-nous aux résultats. Concernant le taux de participation, l'étude a permis d'inclure, tout d'abord l'étude a permis d'inclure 61 agents et 31 cadres. Le taux de participation a été supérieur en M0 par rapport à M3. Ceci est vraisemblablement lié au mode de distribution et de recueil des questionnaires avant la séance de sensibilisation pour le questionnaire M0. Les agents ont répondu, ont davantage répondu que les cadres, avec un taux de participation à M0 pour les agents de 86,8% et de 80,6% pour les cadres, ce qui reste quand même élevé. Pardon, non, je me suis trompée de colonne, c'est 91,8% de répondants parmi les agents. Hein. En M3, les agents étaient 65,5% à répondre et les cadres 48,4%. 2 tiers des agents donc, ont répondu et 1 tiers des cadres au questionnaire à M3. Par ailleurs, le questionnaire de satisfaction concernant les séances de sensibilisation ont été à plus de 95%, donc montré une satisfaction à plus de 95%, à la fois sur le fond et sur la forme.
Donc intéressons-nous maintenant à la fréquence de la sieste. Donc sur un effectif en M0 d'agents élevé à 55, donc sur 55 agents, à M0, 30 agents pratiquaient la sieste et 25 agents ne la pratiquaient pas. En M3, on constate donc une augmentation avec 35 agents qui pratiquaient la sieste à M3 et 4 seulement qui ne la pratiquaient pas. Donc si on s'intéresse à l'évolution de la pratique de la sieste entre le début et au 3e mois, avec au début un effectif de 56 agents répondants et à 3 mois de 39 agents répondants, 21 agents ont déclaré pratiquer plus fréquemment la sieste. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Donc 21 agents ont déclaré pratiquer plus fréquemment la sieste, dont parmi ces 21, 11 ne pratiquaient pas du tout la sieste avant M0 en M0 et la pratiquent à M3. 10 la pratiquaient déjà à M0 et la pratiquent plus fréquemment à M3. 13 agents ont déclaré ne rien changer dans leur pratique. Parmi ces 13 agents, 9 faisaient la sieste et la font toujours à la même fréquence et 7 ne faisaient pas, donc 4 qui ne font pas du tout la sieste. Et donc 4 qui ne faisaient pas du tout la sieste. 17 agents ne se prononçant pas à M3, parmi eux, l'analyse a montré que 10 ne faisaient pas du tout la sieste à M0 et 7 faisaient la sieste à M0, par contre 4 ne la faisaient que très rarement. Donc il s'agit majoritairement d'agents qui ne faisaient pas ou très peu la sieste. Donc nous sommes intéressés aux freins perçus par les agents. La charge de travail a été perçue comme un frein pour 29 agents sur 40. D'autres freins ont pu être identifiés comme l'interruption de la sieste et la déambulation des résidents. Parmi les cadres, la charge de travail n'a pas été perçue comme un frein à la sieste. Une analyse qualitative a été réalisée et a permis de dégager d'autres pistes de frein qui pour les agents étaient l'absence de besoin ressenti de pratiquer une sieste, l'impossibilité de s'endormir. Et pour les cadres, l'absence de culture de la sieste et les difficultés au réveil, les risques d'abus et le problème de responsabilité quand la SL est seule. En ce qui concerne le lieu, 68% des agents ont déclaré qu'un lieu était défini, 25% des agents ont déclaré que le lieu n'était pas adapté. Le matériel a été le plus souvent un fauteuil, une chaise inclinable, plus rarement un lit. Pour la majorité des agents, la sieste a été interrompue occasionnellement. Un tiers des agents ont déclaré qu'ils étaient obligés d'interrompre le plus souvent la sieste. Peu d'abus ont été relatés. 5 agents ont déclaré des siestes de plus de 30 minutes, un seul agent une sieste de plus de 1 heure. Le moment et la pratique de la sieste, plus de souplesse était requise, ça c'est par rapport à la charte, parce qu'il était conseillé, la sieste était conseillée à partir de entre minuit, 1 heure et 3 heures du matin, entre la première tournée et la dernière tournée. Un peu plus de 50% des agents ont déclaré se sentir déculpabilisés grâce à l'autorisation de la sieste. Et enfin, l'opinion par rapport à la pérennisation de la sieste a été tout à fait favorable, avec pour les agents une moyenne de 8,1 sur 10 et pour les cadres de 7,5 sur 10. La charge de travail a donc été perçue comme un frein à la pratique de la sieste. Ceci est vraisemblablement lié, expliqué par la charge importante de travail en EHPAD. Par contre, elle n'a pas été perçue comme un frein pour les cadres. Mais cette charge de travail n'empêche cependant pas la pratique de la sieste, car elle était déjà pratiquée avant l'autorisation. Cette étude a montré la faisabilité de la pratique d'une sieste en EHPAD, malgré la charge de travail, malgré la contrainte de poste, étant donné que la priorité évidemment est donnée à la prise en charge des urgences et des résidents, malgré l'absence de culture de la sieste, contrairement à l'Espagne et au Japon. Et dans la littérature, on peut relever une expérience réussie d'instauration de la sieste dans une centrale nucléaire, donc avec aussi de contraintes importantes de sécurité pour les agents de sécurité.
Donc les limites de l'étude étaient représentées par le fait que les questionnaires étaient créés donc, en l'absence de questionnaires validés disponibles, par la durée d'expérimentation courte, c'est-à-dire 3 mois, et également par le fait que la pratique, la fréquence et la durée de la sieste étaient basées sur les déclarations des agents. Enfin, l'abstention en M3, représentée surtout par des agents qui ne pratiquaient pas la sieste à M0 et des cadres réticents, a pu induire un risque possible de sous-estimation des freins. Enfin, l'absence de réalisation d'entretiens médico-professionnels liés au fait que les salariés étaient suivis par 11 médecins du travail différents a pu entraîner un risque d'évaluation non exhaustive des freins. Quelles ont été les suites données à cette étude? Donc, les résultats ont été communiqués au médecin du travail et en réunion de direction et au CHSCT. Des pistes d'amélioration ont pu être proposées, à savoir concernant le lieu, le moment de la sieste et également d'identifier et de limiter les facteurs évitables d'interruption de la sieste. Une autre piste qui dépend plutôt des autorités de tutelle, à savoir d'augmenter les effectifs. Il y a lieu donc à l'avenir, et depuis donc, et c'était déjà fait, mais encore d'appuyer sur le fait d'évaluer systématiquement le sommeil lors des entretiens individuels en médecine du travail pour sensibiliser les agents qui la font déjà à la pratiquer encore et ceux qui ne la font pas à la pratiquer. Et par contre, l'évaluation à 1 an initialement prévue donc n'a pas pu être réalisée pour une question de manque de ressources ayant été affectée pour ma part à un autre secteur. Voilà, donc je vais laisser la parole à Madame Marsa, directrice de l'EHPAD d'Illkirch, qui va vous parler de l'expérimentation et de la pratique de la sieste dans son établissement. Merci. Bonjour. Donc notre établissement est un vieil établissement qui a été ouvert en 1973 et qui du coup présente un accueil de 116 résidents sur 7 niveaux différents, ce qui n'est pas classique dans les nouveaux EHPAD. Nous n'avons pas d'unité de vie protégée. On est en tout 75 salariés pour s'occuper de ces 116 résidents et sur ces 75 salariés, nous avons 4 postes de veilleuses de nuit donc qui sont organisés en 2 binômes de 2. Donc on a 2 veilleuses de nuit par soir. Elles sont toutes actuellement aides-soignantes. C'est des binômes institués qui ne font que des nuits. Donc elles travaillent 7 nuits par quatorzaine. Elles ne font jamais plus de 3 nuits d'affilée. Elles ont une occurrence 3 nuits, 2 jours de repos, 2 nuits, 3 jours de repos, 2 nuits, 2 jours de repos. On a 4 salariés de l'équipe de jour qui sont volontaires pour effectuer des remplacements la nuit quand c'est nécessaire. Elles ont des prises de poste de 10 heures, donc de 20h30 à 6h30. Les horaires ont été modifiés l'année dernière à leur demande parce qu'en fait, elles voulaient pouvoir bénéficier d'un temps de transmission plus long avec les infirmières à leur prise de poste le soir. Elles commençaient un petit peu plus tard et on a décalé les horaires à leur demande. Donc l'organisation du travail de nuit dans notre établissement, c'est 3 tournées instituées. Donc une fois qu'elles ont pris les transmissions, en général, elles font une première tournée dans tout le bâtiment, une deuxième, on va dire, aux alentours de minuit et une troisième vers entre 4h et 5h du matin. Entre ces tournées, bien entendu, elles répondent aux sonnettes et elles gèrent les urgences. Et quand il y a des surveillances particulières avec des résidents qui ont des problématiques prégnantes qui ont été évoquées par les infirmières, elles ont 2 temps de pause institués. Un temps de pause de 30 minutes qui correspond à la pause collation, pause repas qui était déjà existant, et un temps de pause de 20 minutes pour faire la sieste. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? On a acheté des transats spécifiques pour qu'elles puissent s'allonger. Malheureusement, quelqu'un ce matin disait c'est la crise du logement. C'est aussi la crise du logement dans notre établissement, donc on n'a pas les moyens d'avoir une pièce dédiée pour faire la sieste. Et elles utilisent, comment je vais dire ça, la partie des bureaux administratifs, où en fait il n'y a personne la nuit, donc où elles peuvent installer les transats et dormir. Le lieu, forcément le lieu est sombre. L'organisation est laissée à leur choix. Elles sont à proximité l'une de l'autre. Il y a une porte qui les sépare, donc la personne qui fait la sieste est isolée, mais la deuxième veilleuse de nuit est de l'autre côté de la porte. Pourquoi ? Parce qu'elle doit être en mesure de prévenir et réveiller sa collègue s'il devait y avoir une urgence.
Les contraintes qui leur ont été données, ce n'est pas de sieste simultanée, toutes les deux ensemble, et des temps de sieste qui se font hors des temps de tournée. La réalité à l'heure actuelle dans l'établissement, c'est que la sieste ou le temps calme est réalisé dans la majorité des situations. Alors je dis le temps calme parce que certaines disent quand même qu'elles ne dorment pas. Par contre, elles s'allongent et elles se mettent en retrait pendant 20 minutes. Par contre, certaines disent qu'elles n'arrivent pas à s'endormir, en fait. Le vrai bénéfice qui est cité en premier, c'est ce qui a déjà été évoqué ce matin, c'est moins de somnolence sur les trajets de retour à domicile. Donc, c'est spontanément la première chose qu'elle cite comme bénéfice. Et on travaille à poursuivre cette réflexion sur le travail de nuit, notamment en termes de collation. Nos veilleuses de nuit avaient bénéficié de la sensibilisation faite par le docteur Canva, mais pas les veilleuses remplaçantes. Et donc, on travaille à pérenniser cette sensibilisation pour les personnes qui interviennent ponctuellement de nuit. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que toutes les veilleuses de nuit ont travaillé de jour avant. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait que des nuits. Elles ont toutes travaillé de jour à un moment donné pour connaître le fonctionnement de l'établissement et connaître les résidents. Et elles sont passées de nuit après quelques semaines. Leur profil est très variable. On a 2 veilleuses de nuit qui ont plus de 20 ans d'ancienneté dans le poste de nuit et leurs binômes à chacune qui ont 1 année et 3 années d'ancienneté. Voilà. Je crois qu'après... Ouais. Voilà, donc je vais conclure, mais là on est sur les résultats de l'étude de Marie-Pierre. La charge de travail donc, qui est donc effectivement perçue comme un frein quand même par les agents de nuit pour la réalisation de cette sieste. Mais finalement, l'étude a quand même montré la faisabilité. À quel prix? Clairement, une direction des ressources humaines qui était partie prenante et qui nous a soutenus sur le projet, parce que je pense que sans l'aval de la direction, évidemment, on n'aurait jamais pu continuer. Ensuite, le travail avec le CHSCT, mais voilà, la première chose a été quand même d'avoir une direction qui soit partie prenante au projet. Je dis une direction des ressources humaines parce que Madame Marsat est directrice d'un EHPAD. On n'a pas rencontré le même enthousiasme pour la sieste de nuit chez tous les directeurs d'EHPAD des 13 établissements. Et ça, c'est le deuxième prérequis, c'est-à-dire qu'il faut que, comme vous le disiez tout à l'heure, que tout le monde en soit convaincu. Et aujourd'hui, on a encore l'un ou l'autre directeur d'établissement qui n'est pas forcément convaincu. Comme frein, je rajouterai quand même, moi aussi, le fait que le départ de Marie-Pierre ayant désertifié le secteur, effectivement, on n'a pas fait de réévaluation à 1 an et on n'a pas fait de suivi non plus. Et dans les établissements où les directeurs n'étaient pas forcément enthousiastes, où le turnover a entraîné un départ de certains des membres de l'équipe de nuit, je suis à peu près persuadée que la sieste n'est plus forcément autant pratiquée que ce qu'elle était à l'issue. Donc, toujours sur le métier, remettre son ouvrage. Je crois qu'il faut en reparler et continuer de prêcher la bonne parole. Finalement, l'étude montre quand même que c'est faisable, même dans un EHPAD où la charge de travail est élevée et où on peut quand même difficilement se permettre de ne pas être vigilant. L'étude a montré aussi que les agents et finalement globalement les cadres sont plutôt favorables à ce type de projet. Mais voilà, je répète, il faut une adhésion forte de l'encadrement et des agents pour que ça puisse se mettre en place. Voilà, je crois que c'est fini. Oui, donc l'importance de la poursuite de la sensibilisation à la pratique de la sieste. Comme disait Marie-Pierre, l'absence de culture de la sieste, c'est un peu mal vu quand même de faire la sieste, et le fait d'avoir des salariés qui, avant cette charte, faisaient la sieste sans que ce soit trop officiel, culpabilisés par rapport à ça. Donc voilà, de ce côté-là, on a quand même levé certains freins. Il faut évidemment sensibiliser les établissements à la mise en place des autres moyens de prévention des effets néfastes. On a parlé de la collation, c'est encore un sujet qui est en débat. Et quand même, il y a aussi la prise en compte des conditions de travail difficiles en EHPAD pour généraliser cette pratique, puisque Madame Marsat vous a parlé de son établissement où elle a donc 2 aides-soignants dans l'équipe de nuit. On a des établissements où c'est un aide-soignant, un ASL. Quand l'aide-soignant dort et qu'il se passe quelque chose, automatiquement l'ASL est obligé de réveiller l'aide-soignant. Ça pose quand même un certain nombre ça crée des freins pour la sieste, ça pose des questions par rapport à la prise en charge également. Voilà, cette fois-ci, on a terminé. Merci. Merci, mesdames.